Madame, Monsieur, bonsoir. Nous parlons ce soir des violences au sein des familles. De plus en plus, des familles se disloquent à cause notamment des comportements hors normes des uns des autres, notamment dans des couples aussi. On pourrait qualifier de phénomène ces violences qui concourent à diviser le couple. Au finish, ce sont des enfants qui payent le prix. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Vous aurez à suivre tour à tour des témoignages choquants, des témoignages qui vous feront mal parce que ce sont des enfants qui subissent et même des parents aussi, des mamans également qui subissent en même temps. Vous aurez donc à suivre tout cela et juste après, nous allons accueillir en deuxième partie des experts qui pourront apporter quelques pistes de solutions pour sortir justement de ces difficultés rencontrées dans la plupart des familles aujourd'hui. Bienvenue à tous, c'est Regard Social. Et pour cette première partie, sur ce plateau, nous avons deux cas de figure, des cas qui servent un peu d'exemple pour ce que nous constatons dans la plupart des familles. Bertine Fedagaï, bonsoir. Oui, vous êtes maman de 4 enfants. Oui, monsieur. Vous avez 24 ans. Oui, monsieur. Vous êtes centrafricaine. Centrafricaine. Vous vivez au Cameroun depuis 6 ans. 6 ans. Vous êtes venu à Regard Social parce que vous avez un problème. Oui, monsieur. C'est quoi le problème? Bon, le problème que je suis avec, je suis vraiment désespérée. J'ai des enfants depuis que je suis 6 ans ici au Cameroun pour chercher avec mon mari, mais ça ne va pas. Et sous notre bénédiction, Dieu nous a donné sur les enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment désespérée parce que les enfants là, je n'attendais pas. Mais comme ils arrivent, je suis obligée de prendre des enfants. Et je me vis toujours dans une situation que même pour les nourrir, c'est difficile. D'accord. Vous avez parlé de bénédiction. Et que la bénédiction, la seule que Dieu vous a donnée, c'est les enfants? C'est les enfants. D'accord. Mais ce sont des enfants que vous n'avez pas souhaité avoir de toute façon? Bon, pour dire la vérité, j'avais sauté les enfants, mais pas comme Pas ça, 4. je me trouve, pas 4 maintenant, comme je me trouve. Parce que je n'ai pas de moyens. C'est ce qui me dérange, je n'ai pas de moyens. En plus, vous ne connaissez pas votre cycle? Ah oui, après, je ne connais pas mon cycle. Quand le moment arrive, et je suis obligée de concevoir. Parce que mon mari, il ne peut pas aller dehors pour chercher la maladie, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Parce que quand il peut aller dehors, il trouve la femme du dehors, il peut trouver la maladie. Et je suis une femme. Parce que quand mon mari a besoin de moi, je ne peux pas les refuser. Et c'est comme ça, quand je ne connais pas mes cycles, et je tombe enceinte. Et quand je tombe enceinte, j'ai toujours les difficultés, je n'arrive pas. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer le phénomène tout à l'heure. Le temps d'accueillir sur ce plateau Martin David Dylan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes âgé de 23 ans? 22 ans. 22 ans. Révolu. Oui, oui. Voilà. Vous êtes étudiant en même temps, Oui, travailleur. oui. Vous travaillez dans une entreprise de la place. Oui, oui, dans une société qui commercialise du miel. Ah, d'accord. Alors, mais vous avez un problème. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes à la tête d'une famille. Normalement. Voilà. Vous manquez d'acte de naissance. En effet, bon, ce problème d'acte de naissance est à cause de mon géniteur, en fait, qui les détient et refuse de nous les remettre, en fait, refuse de nous permettre d'évoluer dans le milieu scolaire avec ses actes. Vous voyez. Du coup, depuis que nous sommes quittés de chez lui, nous avons mené plusieurs démarches pour qu'il nous les restitue afin que nous puissions fréquenter. Mais il a catégoriquement refusé. Vous êtes au nombre de 3. Nous sommes au nombre de 3. Des enfants d'un même père et d'une même mère. D'un même père et d'une même mère. Mais vous n'êtes plus chez votre parent. Pourquoi? Bon, comme je disais, ma mère en fait est quittée de chez lui en 2009. La base du problème, c'était la dernière. Et en 2009, elle avait quelque chose comme 7 mois. Et puis, ma mère est quittée de chez lui avec cette dernière. Elle nous a laissés chez notre père. 2 ans après, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi pourquoi? Parce que durant ces 2 ans avec notre père, c'était une série de maltraitances. Maltraitance, pourquoi? Surtout moi. Parce que, bon, vous savez, enfant, vous avez
quand il y a une telle séparation, vous avez tendance à vouloir rechercher un amour maternel. Du coup, je cherchais désespérément à savoir où se trouvait ma mère. J'allais vers ses petits frères, ses sœurs. Et quand je rentrais chez moi, j'avais droit à une bastonnade parce que il ne voulait pas que je la recherche. Il disait, tu ne dois pas aller vers eux. Ils ne te servent à rien. Je suis ton père, je le reste, c'est moi qui vais vous garder. Malheureusement, il y a 2 ans, rien n'a changé. J'ai repris la 4e plusieurs fois. Je ne sais pas si c'était une faute de moyens ou pas. Nous avions un manque crucial d'éducation. Nous nous retrouvions toujours d'ailleurs pour la pension. Ma petite sœur écopait aussi elle écopait en fait de la rage de sa femme, quoi, sa femme actuelle. Du coup, au bout de 2 ans, nous sommes partis, nous avons décidé de partir pour aller rejoindre notre mère parce que au cours de cette 2e année passée avec lui, j'ai pu reprendre contact avec elle dans un pur hasard. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'elle menait des démarches pour pouvoir s'approcher de nous petit à petit, mais ce dernier ne le laissait pas. Il y avait eu des bastonnades publiques. Il la bastonnait jusqu'à des voies publiques parce qu'elle essayait de s'approcher de nous afin de discuter avec ce dernier de comment nous devons gérer nos enfants vu que nous ne sommes plus ensemble. Mais il n'entendait pas ça de cette oreille. Est-ce que vous savez ce qui était à l'origine de tout ça? À la base, il nous disait que c'était à cause de la dernière année. Parce qu'il nous l'a dit maintes fois, ma petite sœur et moi, il nous a fait asseoir, il nous a dit que cette dernière n'est pas de lui. C'est votre père qui le dit? C'est notre père qui le dit, que cette dernière n'est pas de lui. Force est de constater aujourd'hui que dans cette multiple plainte depuis plus de 5 ans, il introduit cette dernière disant on a changé le nom de ma fille. On a changé le nom de ma fille, pourtant il l'a renié publiquement. Maintenant. Alors vous êtes resté chez lui 2 ans après le départ de votre maman. En effet. Mais les actes étaient entre celui qui détient les actes de toute façon. Normalement, il les détient encore jusqu'à ce jour. Et comment vous avez fait pour aller à l'école? Moi personnellement, j'y vais avec un duplicata. Un duplicata. Et oui. On lui a demandé les actes. Parce qu'à l'époque, quand je quittais, ma mère s'est débattue pour que j'aille en 3e. Il va amener plusieurs assises pour que nous puissions aller fréquenter. On lui a demandé les actes. On lui a demandé les actes. Et aussi de contribuer en tant que père. Malheureusement, il a dit ouvertement qu'il ne lèvera même pas le petit doigt pour cela. Est-ce que vous qui êtes l'aîné, vous êtes allé le rencontrer plusieurs fois? Nous avons longuement discuté. Longuement discuté. Déjà plus jeune, quand j'étais au lycée, il venait, je ne sais pas comment il faisait, mais il arrivait dans nos établissements. Et je lui posais toujours ces problèmes d'actes. On a besoin d'actes pour fréquenter. On a besoin d'actes pour fréquenter. Alors, fais au moins l'effort. Si tu ne veux pas nous payer la scolarité, il n'y a pas de souci. Le mari de ma mère a pris ma mère en charge, elle et ses enfants. Dans sa bienveillance, nous sommes logés, nourris, éduqués. Alors, vous l'avez dit, vous nous dites que votre maman s'est remariée. Elle s'est remariée, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et depuis qu'elle s'est remariée, comme je vous disais, c'est que ça fait près de 5 ans maintenant que les problèmes s'accentuent dans les commissariats et les tribunaux. Parce qu'il, dans ses multiples plaintes, il parle d'enlèvement d'enfants, de fausse affiliation, il parle de pratiques peu orthodoxes et autres. Mais vous êtes retourné quand même chez lui? Je suis quand même reparti vers lui pour lui dire, mais nous sommes des hommes. Supposons que ta mission, c'est pour tes enfants. Si moi, ton enfant, je viens vers toi. Je viens vers toi pour te donner une ébauche de solution afin que nous puissions trouver un terrain d'entente. Au départ, nous causions bien. Mais j'ai eu le regret de constater qu'il n'avait vraiment pas changé. Alors, depuis quelle année il a cessé de s'occuper de vous? Depuis que nous sommes quittés de chez lui en 2011.
Depuis que nous sommes quittés de chez lui, il a cessé de s'occuper de vous? Cessé complètement s'occuper de nous. Et il a confisqué vos actes? Et il a confisqué nos actes. Ouais. Oui. La raison, c'est qu'il faut retourner à la maison. Il ne faut plus aller chez votre mère. La maison, il veut effectivement plus que nous restions chez notre mère et chez son mari. Parce qu'il dit dans ses plaintes en ce qui concerne la dernière qu'elle ne doit pas porter le nom de son mari. Il me disait dernièrement que son sang ne doit pas être dilué. Je lui ai demandé qu'est-ce que le sang a à y voir à l'intérieur. Comment vous pouvez dire que tu dis ton sang ne doit pas être dilué, mais sérieusement. Entre hommes dialoguants, c'est simple. Si tu mets, il me parlait d'une bataille régalienne. Si tu mènes une telle bataille et qui a pour motif, comment je peux dire, qui a pour motif le bien-être de tes enfants, écoute d'abord tes enfants. Je lui ai dit cela, écoute d'abord tes enfants. Malheureusement, c'était comme parler à un mur. Parce que je viens vers mon géniteur, je lui dis, tu es mon père, je suis ton fils. Mais pour te parler, je n'ai pas besoin de te parler en tant que père et fils. Parce que généralement, vous savez, ce n'est pas tous les pères qui entendent leur fils d'une ouïe fine. Donc, je lui ai dit, je te veux en tant qu'un grand ami, pour que je puisse te parler aisément et dans un respect mutuel. Vous voyez un peu. Donc, dans ces petits échanges qu'on a eu à avoir, m'aurait été de constater qu'il voulait toujours, bon, je lui ai demandé d'être mon grand ami, mais ses dires étaient pour me contraindre à entendre uniquement ce qu'il disait. Uniquement ce qu'il disait. Alors, il n'y a jamais eu de paix entre vous? Jamais. Parce que chaque fois que lui et moi nous commencions à débattre sur... Nous avons commencé à débattre sur les problèmes qui nous concernent, nous les enfants. Il était toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire toujours prêt à hausser le ton et aller aux mains. Parce que moi particulièrement, je ne vais pas dire qu'il me tient à cœur, qu'il me voit comme quelqu'un qui veut vraiment... C'est à cause de la violence que vous n'aimez pas votre père, c'est ça? C'est votre papa quand même. C'est notre papa, nous ne refusons pas. Mais le problème est que dans de telles circonstances, il faudrait quand même écouter ce que les enfants ont à dire. C'est parce qu'il n'a pas su écouter ses enfants quand ils étaient chez eux que nous sommes partis. Donc vous êtes la conséquence en fait de des bisbis qu'il y a eu entre son épouse et lui, c'est-à-dire votre maman et lui. Oui. Aujourd'hui, ça ne marche pas avec vous parce que vous souhaitez avoir tous les deux au même endroit, ce qui n'est peut-être plus possible. Parce que votre maman est déjà remariée. Elle est déjà remariée, en effet. Voilà. Et maintenant, dans son mariage, vous voyez, nous sommes en paix. Je ne vais pas vous mentir, nous sommes en paix. Mais cet homme s'obstine à dire que nous avons été amenés de force chez eux. C'est pour ça que je parlais de vol, d'enlèvement et de pratiques peu orthodoxes. Alors, Bertine, vous dites... que vous avez 4 enfants aujourd'hui, oui, et ça se voit d'ailleurs. Ça, c'est le 4e. C'est le 4e bébé. Vous dites l'avoir conçu pas de votre gré. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui est passé, le problème que je suis avec... Ah, excusez-moi, vous pouvez me poser encore cette question. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs, s'il vous plaît. Allez, saisissez-vous. Ça va aller. Ça, je comprends que vous êtes à l'étranger, comme tous ceux qui viennent de la République centrafricaine peuvent vous penser. Et vous êtes au Cameroun, vous êtes venu. Vous cherchez, comme on dit de façon triviale, mais vous n'avez jamais trouvé d'emploi? Mon mari a trouvé l'emploi, mais toujours, ça ne marche pas. Il a beaucoup cherché pour nous. Il a beaucoup fait pour nous. Si seulement, si c'est mon mari, il a vraiment... Mais votre problème, c'est que vous ne voulez pas continuer à faire des enfants alors que vous n'avez pas d'argent pour les nourrir. Oui. Mais votre mari insiste. Oui, ce n'est pas insisté, mais quand même le problème que mon mari, quand je tombe enceinte, lui, il ne connaît pas. Mais quand je suis une femme qui accouche,
pour dire la vérité. Je suis une femme qui ne... Je suis fécondée. Donc, ce qu'on a dit à l'hôpital, je ne sais pas. Donc, mon ventre... Seconde, voilà. C'est ça. Alors, maintenant, vous, votre problème, c'est qu'il vous faut de l'argent oui, c'est pour retourner l'argent au pays. pour Parce que ça retourner ne au marche pays. plus à Ça ne va l'étranger. pas. C'est ça. Voilà. Vous C'est voulez ça. rentrer en République centrafricaine. Oui, monsieur. Il vous faut le billet d'avion. Oui, monsieur. Parce que vous êtes avec votre mari, Je suis avec mon mari. il va partir ou vous allez le laisser? Le problème que si... Parce que le problème des moyens, si je trouve l'occasion, moi, mais je pas, il se bat, il est homme, comme ça, il peut venir derrière moi. Mais s'il y a possibilité, on peut partir ensemble. C'est ça. Et vous faites comment pour nourrir les enfants? Je crois que si c'est là-bas, c'est mieux. Parce que quand tu es à côté des parents, c'est différent. Ici, je suis code avec la peine. Parce que je ne peux rien faire. Parce que comme je ne suis même pas ici dans le pays étranger, je n'ai pas de famille. Mais là-bas, je sais que même si c'est comment, je suis quand même au milieu des familles, mais c'est comment, c'est que je peux même chez nous, je peux débrouiller n'importe quoi. Je peux avoir à nourrir les enfants. Mais ici, c'est vraiment difficile avec moi. Est-ce que vous êtes allé à la communauté centrafricaine? Elle existe quand même à Douala? Oui, pour dire la vérité, je suis allée à la communauté centrafricaine. Je suis de HCR. Je suis enrichie à HCR. Et pour dire la vérité, ils avaient donné un peu de moyens. Comme j'avais insisté ma fille, ma troisième bébé, que j'ai accouché. Et avant d'accoucher, je suis partie vers elle là-bas. Je pleurais jusqu'à... J'avais demandé d'asile. Il faut que me faire rentrer au pays. Et c'était comme ça, ils avaient décidé, quand j'ai accouché, ça fait 1 mois, ils disent qu'on doit voyager. Maintenant, ils avaient donné un peu de l'argent avec mon mari, 100 000, pour qu'on doit rentrer. Maintenant, on a tout vendu les choses dedans. Comme je sais, on nous dit, on est dans la maison de location. On a tout vendu parce qu'il dit qu'on doit aller avec l'avion. Et dans ça, là, on est là en train de dormir même au sol. Parce qu'on a tout vendu, même le mamite. Et dans ça, on a envie de manger la nourriture de la route avec des enfants. Jusqu'à ça fait 2 semaines. Ils appellent parce que les jours ils sont programmés, ça fait seulement 1 semaine qu'on doit partir. Maintenant, ils appellent dans 2 semaines, ils disent qu'on ne sait même pas que parce que la guerre est arrivée là-bas au pays, la route est bloquée, la frontière, l'avion ne descend plus. Et ils ne savent pas le jour qu'on va voyager. Et c'était comme ça, là, on est resté là. Vous n'êtes plus parti? On n'est pas plus parti. Mon mari, on a pris la route, on est parti à la brousse, vers la brousse là-bas, à aider à là-bas. C'était comme ça, on est resté là-bas. Ça fait un mois et demi. Ils nous appellent maintenant, on dit qu'on doit partir à Centrafrique. Maintenant, on n'a rien dans notre main. Ce qu'ils nous avaient donné, même les choses, on n'a vraiment rien. On a commencé à zéro de faire le travail des champs. Et c'était comme ça, on est comme ça là-bas. On était même à Cathédrale, à Idéa. Alors, si on vous trouve le travail maintenant, vous allez toujours partir? Moi, je voulais seulement rentrer. Parce que je vois que ça ne va pas. C'est mieux que je rentre à côté de les parents. Parce qu'avec beaucoup des enfants ici, je n'ai pas de parents. Parfois, j'accouche comme ça. Parfois, même l'enfant est malade. Je suis obligée de porter tous ces enfants, d'amener à l'hôpital, de supplier pour que je dois rester ici à côté des enfants, pour que je vois l'autre qui est malade. Et je n'ai pas de famille. Il y a ce qu'on appelle le planning familial quand même. Planning familial, c'est qu'on m'avait demandé que je devais faire. Parce qu'on a programmé quand j'arrivais, toujours les difficultés, comme je sais de vous dire. Pour voir comment l'enfant ici, même quand je suis accouché l'enfant ici, je n'ai pas considéré les pédiatres. On m'avait tout donné les médicaments pour que je devais acheter quand je sors de l'hôpital. Et je consigne les pédiatres, je n'avais pas le moyen. Et même pour que le moment, comme on a dit, planning familial, il faut que tu places, on dit que c'est 10 000. Dans tout ça, je vais trouver le 10 000. Quand je sors parfois de l'hôpital comme ça, même manger à la maison, c'est toujours difficile. Un peu ce que mon mari trouvait, c'est là, je me débrouille avec. Parfois, comme il a un peu de travail, parfois les dettes des gens,
je prends pour qu'il arrive le fin du mois, je lui paie. C'est comme ça. Donc je n'arrivais même pas à faire les familles familiales. J'ai essayé de faire l'injection. J'ai oublié la date. C'est comme ça je tombe enceinte. C'est comme ça. Je me retrouve toujours dans cette situation. Et je ne sais pas comment aider. Deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Oui. C'est la même C'est procédure. la même petite procédure. Parce que j'étais opérée même. Avant de tomber la grossesse de cet enfant, j'ai opéré même, ça fait même pas 6 mois. Quand on était veillés à là-bas. Les missionnaires même qui m'ont opéré, les gens de l'église catholique, ils m'ont opéré. D'accord. Alors, Martin, Oui, monsieur. qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Bon, présentement, je souhaite, bon, je vais parler au nom de mes Votre petites papa sœurs. voudrait que ses enfants aillent le retrouver. Je ne pense pas, non. Ça, je ne pense vraiment pas. Parce qu'une fois, nous sommes allés à sa rencontre, une petite sœur, lui avons dit, nous voici. Nous voici. Tu as dit enlèvement d'enfants et autres, tu veux tes enfants. Nous voici. Si tu peux nous prendre en charge, nourrir, loger, éduquer, vas-y. Ça fait 1 mois, je pense, la période du 4 novembre. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous sommes assis chez son grand frère pour débattre. Ce qu'il compte faire de nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a sorti tout un blabla comme de son habitude. Et côté logement, ça ne s'est même pas passé dans sa tête. Lui avons pourtant bien dit, nous sommes là et on avait nos effets. On avait nos effets, nous avons dit, tu nous veux, nous voici. On avait nos effets. Ma petite sœur, ma cadette, celle qui me suit, sortait de l'école. Elle avait été chassée pour la pension. Elle est venue en tenue, elle a dit, je suis dehors pour la pension. Je n'ai pas de logement. Tu es notre père, tu dis vouloir nous reprendre et nous gérer. Vas-y. Il n'a rien fait. Rien fait. Ce n'est pas par défi que vous le dites quand même. Ce n'est pas par défi. Non, en fait, nous lui avons demandé d'assumer juste ses responsabilités. Vu qu'il demandait, depuis le début, à vouloir à vouloir remplir son rôle de père. Vous voyez. Lui avons donc donné cette opportunité de remplir son rôle de père. Malheureusement pour nous, rien ne s'est fait. Nous avons dormi 3 jours sur une tente. Chez lui? Non, je suis une tante maternelle même. Parce que lui, il disait, non, je veux m'occuper de vous, Mais au final, rien. On lui demande, moi, je lui ai demandé la pension pour ma petite soeur. Je lui ai dit, t'occupe même pas de moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis laissé pour compte. Ce qu'il a fait par la suite, quand je lui ai demandé l'argent de la pension, il a fait un dépôt, franchement, il dit 5 000 pour ma petite soeur. Pour payer la pension. Ça m'a grandement étonné. Et après, il s'est vanté du fait d'avoir déposé de l'argent. Et moi, j'ai exclamé, mais de quel argent tu parles? C'était censé être de l'argent de la pension. D'accord. Alors, vos actes de naissance vous seront quand même remis? Non. De ce débat, on a parlé des problèmes d'acte de naissance. On lui a demandé de nous les restituer. Il a même dit que non, moi je suis déjà majeur. Il peut me donner mon acte à tout moment. Alors, j'ai donc attendu. Depuis ce jour, ni faire signe que viens prendre ton acte, aucun signal, aucun signe, rien. Ma petite soeur, aucun signe en ce qui concerne sa scolarité. Rien. De toute façon, depuis que nous sommes partis, il n'a jamais levé le petit doigt. Il profite du fait qu'une autre personne s'occupe de ses enfants et traîne cette personne en justice. Il traîne quelqu'un qui assume son rôle à sa place. Il traîne cette personne en justice, disant que cette personne lui a volé de l'argent. Lui a volé de l'argent, l'argent de sa famille, lui a volé sa femme, lui a volé ses enfants, lui a tout pris. C'est lui qui a demandé à votre maman de sortir de la maison? C'est lui qui a demandé à me de sortir de la maison. Elle est partie parce qu'il a dit publiquement, tu as fait un enfant dehors, cet enfant n'est pas de moi. Et votre petite sœur lui ressemble ou pas? Je ne dirais pas qu'elle lui ressemble. En fait, si vous les placez
physiquement ou... Bref, on va d'abord dire que vu qu'elle est partie étant enfant, forcément, côté mental, elle n'aura pas sa mentalité. Maintenant, côté physique, on ne peut pas dire qu'ils se ressemblent. Ils ne se ressemblent pas. Vous voulez lui donner raison? Non, pas que je veux lui donner raison, mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Parce qu'il dit que ce n'est pas son enfant. Non, il a dit que ce n'est pas son enfant, il a pris ça comme motif. Mais l'on sait tous que c'est son enfant, même s'il fallait qu'on fasse des En tout cas, tests. c'est votre maman qui devrait perdre l'enfant. Alors, vous avez un message à lui adresser, à votre papa. Vous allez regarder cette caméra. En effet, je voudrais qu'il, nous restitue nos actes. Parce qu'en tant que père, l'évolution des enfants sont primordiales. De deux, ça ne sert à rien tous ces tracasseries militaires depuis plus de 5 ans, nous traînons dans les commissariats par sa faute. Le dialogue peut tout régler, on s'assoit, on discute, mais j'ai déjà eu beau dire à mon père, rien. Donc je demande la paix. Je veux qu'il cesse toutes ces poursuites qui ne visent pas le bien de ses enfants. En fait. Et qu'il sache aussi qu'il faudrait quand même un minimum de respect pour celui qui s'occupe de ses enfants. Quand même. Parce que c'est un étranger qui joue son rôle et le fait très bien. Si au moins s'il avait la présence d'esprit que ses enfants sont ailleurs, je me dois en tant que père de faire quelque chose. Et puis il aurait contribué. Et ses actions peut-être en justice, avec preuve, auraient peut-être fait comprendre que non, il s'occupe des enfants. Ce qu'il fait est justifié. Alors, ok, on vous a compris. C'est suite à la mésentente entre votre père et votre maman que vous êtes dans cet état aujourd'hui. Vous n'avez pas vos actes de naissance, mais vous souhaitez qu'il y ait la paix entre vous, c'est-à-dire vos parents et vous, et en même temps, donc, et qu'il vous restitue vos actes pour pouvoir évoluer dans ce que vous avez comme ambition, comme projet également. Qu'il prenne aussi ses responsabilités de père. Bien sûr. Alors, Bertine, nous nous séparons dans un instant. Vous avez un message adressé à la communauté centrafricaine au Cameroun ou alors à ceux qui sont à l'étranger? Oui. Oui, vous leur dites quoi? Je voulais seulement les supplier pardon parce que vraiment, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas obliger. Mais je supplie seulement tous mes frères qui sont ici au pays étranger pour m'aider parce que je ne sais pas. Je suis vraiment désespérée. Qui m'aide. Je voulais rentrer parce que je ne peux plus. J'ai trop souffert ici et je ne peux plus. La situation ici, ça ne va pas. Je supplie seulement qui peut m'aider. Il faut que je rentre au pays. C'est tout ce que j'ai. D'accord. Le message est passé, on l'imagine, et que tous ceux qui suivent ce programme vont sans doute se manifester à propos. Et là, je voudrais vous inviter cette fois à suivre un reportage, le quotidien de quelques familles rencontrées également qui servent un peu d'exemple des multiples cas que nous rencontrons dans les familles. C'est un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Warren Z2. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Sous vos yeux et dans cet autre quartier de la ville de Douala cache mal la souffrance qui anime certains. On fait des enfants. On continue toujours à faire des enfants. J'ai même ma 4e bébé que je devais avoir, mais je ne savais même pas que je retrouve enceinte. J'avais fille de la maison, j'étais chez mon frère là-bas. Et quelque part, c'est là-bas que je découvre que je suis enceinte. Mon mari ainsi, c'est toujours, on est là toujours avec des enfants. Donc toujours. Quand je l'ai parlé, il a dit qu'il ne peut pas aller dehors. Donc c'est comme ça qui fait le problème avec moi. Et je suis une femme comme moi, mais je ne connais pas ma date de cycle. Et c'est comme ça que je tombe enceinte.
À côté des fugues souvent effectuées pour manifester son exaspération, Bertine pense que la solution favorable est celle de retourner dans son pays. Une décision selon elle approuvée par son mari. Si on peut m'aider à rentrer, vraiment, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide pour m'aider à rentrer au pays. C'est ce que vraiment passer là-bas, j'ai de famille, même si c'est quoi, je ne peux pas quoi que ce soit pour manger. Mais vraiment ici, là, c'est difficile avec moi. Je peux rêver comme ça depuis le matin, même sans manger. Parfois, c'est ma l'eau que je bois. Donc, sans manger, parfois, je n'ai pas demandé les dettes, les choses. Avant que si on peut me donner, je viens préparer pour les enfants. Et parfois, je n'arrive pas à avoir l'argent pour aller donner avec les gens que je prie. Donc, c'est comme ça, je ne sais pas ce que je peux faire. Ça me dépasse. Je vous en supplie. C'est pour m'aider à rentrer au pays. Je suis de Centrafrique. Parfois, je suis voisin. Tu as dit que tu as la après, je ne vais pas te payer, mais je ne vais pas taper. Vraiment, même si même si d'accord, le zai nagigi, parce que déjà 4 mois, c'est payé, je suis là. Donc, il y a ma chape. Nambi undala si mbena zi so apesi etembi pardon. Je tembi kena koro parce que vraiment ina machine ambikap. Ina machine ambape. Parce que dungo shimba gamnenge c'est même kena koro. Kasombi ka bien na famille na mileja famille. Dans ces conditions, durant des semaines, voire des mois, nourrir ses enfants est une équation difficile pour la maman. Selon la génitrice, les enfants sont presque sévrés du savoir. Toute chose. Voilà quelques échantillons, en tout cas, des difficultés rencontrées dans des familles aujourd'hui. Parlant des violences, il y a, en tout cas, provision. Vous aurez l'occasion de temps à autre de pouvoir écouter les témoignages des uns des autres également sur ces différents, observés dans plusieurs familles. Mais pour ce soir, avec nos experts qui sont déjà en plateau, avec Louise Florence Tamsa, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir chers téléspectateurs de Regard Social. Donc ce soir, vous êtes une femme. Joyeux Noël in advance. Vous souhaitez joyeux Noël aux mamans qui pleurent ou aux enfants qui sont en difficulté? Je souhaite particulièrement même joyeux Noël à ceux-là qui sont en difficulté parce qu'il ne faut pas éteindre la petite étincelle qui peut encore rester dans leur cœur comme espoir. Lorsque vous suivez les témoignages des uns et des autres déjà sur ce plateau et en plus dans le reportage, en tant que maman, ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'en tant que maman, je me projette dans la vie de cette femme qui a accouché cet homme qui est bizarre, qui est méchant. Et je me projette dans la vie de cette femme qui a épousé cet homme qui est bizarre, qui est méchant. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Mais Dieu merci, nous avons une capacité de résilience qu'on ne peut comparer à un autre être humain. Parce que ce qui ressort là, si on prend seulement le millième de sang fait porter à un homme, je ne crois pas qu'il va survivre. Vous êtes du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est-à-dire directrice du centre de promotion de la femme et de la famille en Consamba, c'est dans le Mungu. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré des hommes sur ce plateau. Monsieur Kola Irénée, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs et aux autres panélistes. Voilà. Vous êtes conseiller conjugal, coordonnateur de l'apostolat de la famille archidiocèse de Douala, par ailleurs formateur à la Fédération africaine d'action familiale. C'est bien ça. Oui. Et après avoir écouté ces témoignages, vous êtes un parent? Bien sûr. Madame Tamsa a cru dire que ce sont les hommes qui portent le malheur des femmes, ou alors c'est les femmes qui portent le malheur des hommes? Disons que... plutôt dire que les hommes ne peuvent pas supporter autant que les femmes. Oui, je pense qu'elle a raison. C'est vrai, ce que nos mamans, ce que nos sœurs, ce que nos épouses subissent, vraiment, elles ont une constitution particulière. Je voudrais dire, n'est-ce pas, à la suite de toutes ces situations que nous venons de voir, que
on ne saurait vivre cela sans avoir le cœur meurtri. C'est des situations très difficiles, des situations de couple, des situations de vie familiale qui ont mal marché, qui n'ont pas bien marché. On a la situation de la dame, n'est-ce pas, la centrafricaine qui avait son... C'est des situations, n'est-ce pas, de précarité qu'on rencontre dans notre société aujourd'hui, et on ne peut pas être indifférent, n'est-ce pas, à telle situation, que ce soit d'ailleurs les autres, c'est-à-dire ces enfants qui ne peuvent pas jouir, n'est-ce pas, de leur, on peut dire, de leur droit d'enfant, parce que les parents ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'entendre, et quelque part, n'est-ce pas, les pauvres payent malheureusement le prix. Nous avons cet autre cas, n'est-ce pas, cas une tentative de viol et qui peut-être qui a conduit, n'est-ce pas, à ce que la famille se déstructure complètement sous fond de violence, bien entendu. Ce sont des situations très difficiles, mais que nous vivons très souvent dans nos sociétés, même si cela n'est pas très souvent mis, n'est-ce pas, à la place publique. Voilà. Merci également d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Maître Tchege Louis Bernard, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir aux milliers de spectateurs avec qui on va une fois de plus partager cet après-midi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant des droits de l'homme et des libertés. Évidemment Flavien, c'est la mission que nous avons prise en tant qu'acteurs de la scène judiciaire d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration du cadre de vie des citoyens camerounais et également des milliers de spectateurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Je vous ai vu secouer la tête pendant que David faisait son témoignage tout à l'heure, racontait un peu la scène avec son père, géniteur, qui n'arrive pas à l'accepter comme fils, et lui également aujourd'hui, qui carrément, ou alors voudrait tourner le dos à son papa, et qui fréquente sans acte. Je voulais dire l'original, bien entendu. Je voudrais dire, Flavien, le cas de David est un parmi les millions de cas que la société camerounaise en particulier vit. Et ce n'est pas un cas qui ne peut pas trouver de solution. Et c'est pour ça, comme le disait le conseiller conjugal tout à l'heure, qu'il faut oser parler lorsqu'on est en face des situations. La situation de David peut facilement trouver des solutions. Et même ce père qui détient abusivement cet acte, l'acte de naissance est une pièce attachée à la personne qui porte le nom sur lequel il est inscrit. Ce n'est pas du macabo ou de l'argent que vous pouvez garder par devers vous. C'est comme votre carte d'identité. C'est même votre première pièce d'identité. L'identité étant individuelle, ce monsieur qui prend du courage de garder l'acte de naissance d'un citoyen majeur comme celui-ci, je me demande effectivement de quelle planète il sort. Et je me demande à quoi sert cet acte qui dort dans sa poche depuis plus d'une vingtaine d'années. S'il peut me rappeler même au sortir de cette émission pour me dire un matin cet acte lui a donné 2000 francs ou 3000 francs, je serais très ravi de lui donner les encouragements de continuer à le garder. Mais je mets ça sur l'actif de l'ignorance de certains parents. Et je pense qu'au sortir de cette émission, beaucoup comprendront que retenir l'acte de naissance d'un enfant, c'est un acte fait en violation de la loi. Et c'est pour ça que dans d'autres cieux, et même ici, si les institutions de la République fonctionnaient effectivement, Monsieur le procureur de la République devait s'en saisir de ce cas, parce qu'il s'agit d'un acte de rétention sans droit et d'atteinte à une liberté fondamentale de cet enfant. Très bien. Merci également d'être venu sur ce plateau et partager avec nos chers téléspectateurs. Vous apporteriez en tout cas les éléments, des propositions de réponse à toutes ces questions que nous nous posons concernant les différents cas que nous vous présentons également ce soir et bien d'autres aussi, puisque même à la maison, il y a des gens qui sont dans les mêmes situations mais n'arrivent pas à se prononcer au grand jour. Kolari Irénée, je suis tenté de vous demander qu'est-ce qui peut contribuer à voir des familles se disloquer. Quelles sont les raisons, quelles sont les causes par exemple? Oui, Flavien, c'est vrai, les raisons pour lesquelles les familles se disloquent sont nombreuses. Je pense que au départ, il faut s'intéresser
je suis conseiller conjugal et je dirige en plus avec mon épouse, n'est-ce pas, le centre d'écoute et d'accompagnement des couples et des familles. C'est le centre, n'est-ce pas, de l'archidiocèse de Douala. Alors, il y a toujours un problème d'itinéraire moral des époux. C'est-à-dire, il faut voir quel est l'itinéraire moral de l'époux, parce que les problèmes viennent souvent de là. On a comme l'impression, le mariage, c'est une institution quelconque, n'est-ce pas, où on peut vivre le mariage, n'est-ce pas, sans expérience, sans se préparer, sans se former. C'est une grave erreur, parce que la difficulté de beaucoup de couples, de beaucoup de conjoints, vient de cela. C'est-à-dire, ils ne sont pas préparés au mariage, ils ne sont pas préparés à la vie familiale non plus, parce que quelqu'un qui est conscient, qui sait véritablement quelle est sa responsabilité en tant que père de famille, en tant que mari, il y a des choses qu'il ne fait pas. Mais lorsqu'on n'a pas un certain nombre de repères, de valeurs, vous comprenez tout de suite que, eh bien, pour un oui ou non, on peut mettre la femme dehors. On peut décider de punir les enfants, n'est-ce pas, quand on a des problèmes, parce que le cas de David, j'ai comme l'impression que le papa, n'est-ce pas, à travers la maman, punit les enfants. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il y a ce problème, n'est-ce pas, ce déficit de formation des personnes. Il y a aussi le fait que l'environnement, la société dans laquelle nous vivons n'aide pas forcément les personnes à bien vivre, n'est-ce pas? Je parle des mariés surtout, à bien assumer leurs responsabilités. Est-ce que les droits des personnes, les droits des enfants, les droits de l'autre conjoint sont protégés par la loi? Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, un juge qui veille sur ça? Parce que dans une société qui marche bien, il y a quand même, n'est-ce pas, des dispositions de sorte que quand ça ne va pas, eh bien, je prends le cas tout simplement c'est vrai que le maître l'a dit tout à l'heure. On peut contraindre le papa, eh bien, à remettre ces cartes. C'est ce qui aurait même dû être fait depuis. C'est ce qui aurait dû être fait. Et puis, un mari, n'est-ce pas, qui renvoie les enfants, qui renvoie la femme avec les enfants, l'État également peut l'obliger à s'en occuper. C'est-à-dire, même si les deux ne vivent plus ensemble, si les deux conjoints ne vivent plus ensemble, n'est-ce pas, ça n'empêche pour autant pas que le parent, n'est-ce pas, puisse, je veux dire le mari, parce que apparemment c'est lui la personne nantie, qu'il puisse s'occuper, n'est-ce pas, de ses enfants. Et il y a un certain nombre, il y a beaucoup de dysfonctionnalités de ce genre, n'est-ce pas, dans notre société. D'accord, on va arriver dans la phase des propositions tout à l'heure, le temps de comprendre un peu le fondement même de ces difficultés que l'on rencontre dans des familles. Louise Florence, oui, comme ça. Alors, vous encadrez les jeunes femmes, oui. Je veux dire les jeunes filles, et qui sont appelées à se marier, à faire des enfants. Quel est le type d'éducation que vous donnez, par exemple, sur le plan mariage et autres? Oui, nous avons des modules d'éducation qui ne sont pas d'ailleurs réservés aux jeunes filles, qui sont aussi réservés aux mamans. Nous passons par les associations pour passer, et là-bas nous n'appelons pas ça à proprement parler d'éducation, nous disons c'est la sensibilisation. Mais au niveau des centres de promotion de la femme et de la famille, il y a des modules qui sont dispensés aux jeunes filles. Il y a par exemple le cas de, je voudrais me rappeler son nom, la centrafricaine, je n'aime pas beaucoup identifier les gens. Bertine. Il y a le cas de Bertine. Si on lui avait appris à compter son cycle, si on lui avait appris certaines méthodes de contraception naturelle, si on lui avait parlé un peu plus des méthodes de contraception médicale, elle ne se serait pas retrouvée là-dedans. Ça, nous le faisons dans les centres de promotion de la femme et de la famille. Mais combien ils sont? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a affaire à une centrafricaine qu'une camerounaise n'est pas là-dedans. Je me souviens, dans ce même plateau, on a eu une jeune fille qui avait 10 enfants. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui traînait vraiment 10 enfants. Donc, il y a aussi l'éducation
la préparation au mariage qui se fait dans le cadre de la promotion du bien-être de la famille. Et cette préparation de mariage aboutit souvent au mariage collectif. C'est-à-dire ceux qui étaient en concubinage et ceux qui n'étaient pas encore en concubinage, on les regroupe, on les prépare au mariage. C'est vrai que au début, les personnes qui entendaient ça, non seulement appelaient ces mariages-là, mais les mariages au rabais, mais ils se demandaient pourquoi est-ce qu'on enseigne les gens à se marier. Qu'est-ce qu'on raconte même aux gens? Mais ils ont découvert quand même, par exemple, avant que je ne quitte Douala, la moutarde prenait déjà, il y avait déjà des associations, des communautés particulières, des associations qui voulaient aussi qu'on participe, qu'ils organisent les mariages, ce qu'on appelle la célébration collective des mariages. Il y a dans ce cadre-là, il y a une éducation qui est menée. Dans le cadre aussi des sensibilisations où nous descendons sur le terrain, il y a aussi des modules qui sont menés pour essayer d'amener les personnes. Nous appelons aussi souvent des avocats pour que les uns et les autres, parce que nous sommes un peu, dirons, des touche-à-tout, mais quand il s'agit de la spécificité, de la technicité juridique, nous appelons les spécialistes, nous appelons les psychologues et tout, et même les médecins, pour venir dire aux gens, voici ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Je me rappelle, un 8 mars, on était allé, invité par, à l'époque, ça s'appelait quoi, Kamwata ou Steak, je ne sais plus, où on était allé jusque là-bas avec un médecin pour démontrer comment une gifle peut faire des dégâts. Donc, vous comprenez que nous faisons un travail. Mais, les structures, les centres de promotion de la femme et les délégations ne sont pas sur l'ensemble du territoire. 2, le personnel même n'est pas assez. 3, il y a une frange, dites-leur tout ce que vous voulez, c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils vont appliquer. C'est comme l'école. Et justement, tout le monde entre à l'école et chacun reste avec ce qu'il veut. Et puis, et quatrièmement, il y a des personnes qui pensent que si vous l'invitez pour écouter, pour apprendre, il faut le payer. Moi, j'ai entendu ce langage plusieurs fois. Vous allez nous donner quoi? Dès lors qu'ils ne sentent pas qu'il y a le pain, il y avait la viande, ou le foléré, ou la taupe et tout, ils ne s'intéressent pas. Et c'est la même personne que vous voyez plus tard en larmes devant votre porte, qui est en train de vous dire que le Cameroun est en train de tomber sur lui, ou sur elle, et tout. Vous comprenez donc qu'il y a la volonté de faire, il y a les moyens dont on a besoin. Les moyens qu'on a pour l'instant ne sont pas suffisants. Et ma foi, j'ai peur qu'ils ne seront jamais suffisants parce que la population ne fait que augmenter. Et maintenant que le Cameroun est dans sa période de guéguerre, là, ça devient encore plus compliqué. Alors, on comprend finalement que les campagnes de sensibilisation n'ont pas payé, puisque au regard de ce qu'on observe aujourd'hui, des violences au sein des familles, ça peut provenir soit du mari, soit de la femme, mais seulement, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il n'y a pas d'entente. On se marie aujourd'hui, demain on divorce. Comme je disais le conseiller conjugal, on se marie aujourd'hui, demain on divorce. Mais qu'est-ce que l'homme et la femme du Cameroun des années 2000 se marient pourquoi? C'est là le problème. Il y a ceux qui se marient pour le grand nom de la famille. Il y a ceux qui se marient parce que là où ils travaillent, on doit demander un acte de mariage vite. Il y a ceux qui se marient parce qu'ils se disent quand même que, bon, il faut quand même que j'ai un père pour tous mes enfants. Même s'il est n'importe comment, je dois quand même supporter. Et le jour où elle n'arrive plus à supporter, c'est la cata. Bref, il y a beaucoup de raisons autour du mariage, sauf la bonne raison. C'est ça le problème. Comme il parlait, il n'y a pas la préparation dans cette histoire-là. En 2000, le Camerounais, la Camerounaise ne se prépare pas mentalement, psychologiquement pour dire que non, là maintenant, je veux vraiment me marier, je dois commencer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une jeune fille attrape une grossesse et qu'elle est une intellectuelle, regardez là où elle va dans toutes les librairies fouiller les rayons où il y a les livres de maman, fille, mère et tout pour parler de la grossesse et tout. Mais combien d'hommes et de femmes cherchent même la littérature pour le mariage? C'est pour faire quoi?
On va m'enseigner quoi là-dedans? Ça donne notre résultat là. Alors, David est resté avec nous sur ce plateau, beaucoup plus Maître Tchégué. C'est pour comprendre son problème également. Lui, il est plutôt la conséquence de ce qui se passe, ce qui s'est passé entre son père et sa mère. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble et c'est lui qui, comme bien d'autres enfants, paye le prix de tout ça. Je voudrais dire, Flavien, que c'est un phénomène de société comme tous les autres, mais un phénomène de société qui devient de plus grandissant dans nos sociétés actuelles. Comme le disait le conseiller matrimonial tout à l'heure, le mariage est une institution sacrée. Qu'il parle du caractère sacré du mariage lui donne une dimension au-delà des êtres humains que nous sommes. Ça veut dire qu'elle a une inspiration divine. Et c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans la Genèse, Dieu n'était pas fou de mettre l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ils n'étaient que deux, maîtres de tout l'univers. Vous comprenez, c'est un vivre ensemble obligatoire. L'homme pouvait créer, Dieu pouvait créer un seul, l'homme uniquement, et se dit j'ai terminé ma mission. Mais à côté, il a créé une femme. Il ne les a pas séparés, il les a mis ensemble dans ce jardin. Et c'est pour dire que lorsqu'aujourd'hui nous constatons les dérives du mariage qui ne deviennent que de plus en plus grandissantes dans notre société, nous posons un problème fondamental. Est-ce un problème de déficit textuel qui accompagne cette situation ou un déficit de mentalité des acteurs du mariage? Parce qu'à chercher sur le plan législatif, je pense que le dispositif législatif que nous avons est assez lourd et bien solide pour accompagner les jeunes mariés. Et le législateur, lorsqu'il parle de la préparation au mariage, on l'accompagne tel que l'assistante sociale le disait, mais au-delà de ça, on associe lors de la célébration de mariage 2 personnes étrangères qu'on appelle témoins. Ce sont des tuteurs, parce que même le législateur s'est senti qu'il s'agit d'un acte grave que 2 personnes sont en train de poser, de l'avenir d'une famille. Et la famille étant la plus petite organisation qui constitue le socle de la société, elle se mérite d'être protégée. On met donc à côté des jeunes mariés des témoins qui doivent les accompagner dans les beaux et les mauvais moments. Mais la réalité, lorsqu'on analyse ce qui se passe à travers 2 petits exemples. Le vendredi, nous sommes dans les mairies. Nous constatons qu'il n'y a pas moyen d'avoir accès aux mairies parce qu'il y a mariage. Mais lundi, venez au tribunal, le rôle est plein. Divorce, 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 divorce. Toute une longue rang. On se pose donc la question. On va donc en tourisme à la mairie ou on va à la mairie effectivement pour se marier? Et c'est un ensemble de questions qu'il faudrait creuser de fond en comble. Soit l'environnement a un autre facteur qui prédomine sur le comportement des êtres humains, où nous sommes en train d'aller vers une dérive qu'on ne peut pas en sortir. Mais la réalité la plus profonde, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je reçois une des parties dans mon cabinet qui dit que je viens divorcer, lorsque vous cherchez de fond en comble qui vous donne un motif sérieux et impardonnable qui l'amène à divorcer, vous ne trouvez pas. Mais lorsque vous intervenez en tant que l'avocat, c'est d'abord un conseil. Vous développez cette faculté pour l'amener à se décourager de ce chemin irréversible qu'il entend prendre. Il vous dit j'arrive. Demain, vous le trouvez entre les mains d'un confrère ou vous suppléez l'affaire inscrite au rôle. Cela voudrait dire quoi, Flavien? Ça veut dire que lorsqu'il est entré dans cette nouvelle vie commune appelée mariage, soit il avait d'autres visées comme Madame le conseiller disait tout à l'heure, et que cette visée n'a pas été atteinte. Ou au cours de cette aventure, il a trouvé mieux ailleurs. Et c'est pour ça que lorsque vous rentrez dans les causes légitimes du mariage, vous prenez le code civil, vous dites à ce monsieur, mon cher ami, je veux bien suivre votre procédure, mais au regard des causes péremptoires prévues par le code civil pour prononcer un divorce, je regarde les faits tels que venez d'être relatés ne constituent pas une cause péremptoire. Tout ce que vous avez développé, permettez-moi de faire un entretien entre vous et votre épouse pour voir si on peut vous ramener à de meilleurs sentiments. Okay. Vous devenez alors l'ennemi. Et c'est alors ça qu'on ne comprend pas
D'où vient ce mobile irréfutable? Et ça, c'est devenu tellement surprenant que le dernier cas en date où j'ai eu dans mon cabinet et qui me dérange encore profondément jusqu'aujourd'hui, c'est une maman de 70 ans qui est venue dire que je veux le divorce. Elle a des grands-enfants. Elle a des grands-enfants. J'ai même eu à interpeller ses enfants pour qu'ils puissent ramener leur maman à la raison. Mais elle est cramponnée sur sa position. Constaté tout à l'heure, on croyait que c'est une histoire de jeunes mariés. Mais si une personne majeure également à un moment a un problème sérieux et calé, qu'elle dit que non, elle veut mon mari, elle veut divorcer et qu'elle ne veut plus rester chez ce mari. Elle est même allée dire que mais tel que j'ai commencé, même si la procédure s'arrête, que je meurs, qu'on rentre m'enterrer chez mes parents. Vous comprenez que cette nébuleuse, lorsqu'elle rentre dans les habitudes d'un des conjoints, le mot divorce, lorsqu'il entre, il faut utiliser une analyse très profonde pour l'amener à revenir à des meilleurs sentiments. Et lorsque j'analyse avec ma petite expérience, c'est comme la cigarette. Lorsque vous commencez à fumer, c'est difficile quand on vous dit de ne plus fumer. C'est lorsque la cigarette peut-être vous rend malade que vous dites merde. Donc ce que on m'interdisait pouvoir avoir des conséquences désastreuses sur moi-même. Et c'est c'est ça la réalité. Je veux revenir sur le cas de David. Parce que c'est souvent ce que nous vivons sur le terrain. Deux personnes ont commencé, les enfants n'étaient pas là. Et même si les enfants étaient là, ils n'étaient même pas au courant de ce qu'eux, ils tissaient entre eux. Et puis il y a un, ou parfois les deux, qui décident de faire du mal à l'autre, mais plutôt est en train de faire du mal à sa progéniture. C'est-à-dire que pour lui, c'est un acte de vengeance. Pour elle, c'est un acte de vengeance. Et pis encore, dans le cas de David, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle s'est remariée. Donc le gars est là, il affiche qu'il n'aime plus sa femme, il affiche qu'il rejette ses enfants et tout, mais il est blessé parce que quelque part, son petit cœur lui rappelle que cette femme-là, elle n'est pas celle que tu as jetée à la poubelle. Il y a quelqu'un qui a pris. Alors, son orgueil est blessé. Son sentiment est en train de renaître parce qu'il était mort. Normalement. Son sentiment était mort et c'est pour ça qu'il faisait voir des vertes et des pas mûres à sa femme. Maintenant qu'il constate que j'ai jeté à la poubelle, quelqu'un a ramassé, il dit ah, cette histoire-là, il faut que j'y mette du mien. Il s'est remarié aussi. Lui aussi, mais ça ne suffit pas, son orgueil n'est pas satisfait. Justement. Il se serait remarié et que sa femme ne se serait pas remariée, il serait en haut, il serait même prêt à aller vers elle pour dire que disons, prends 1000 francs, tu bois la taupe en la regardant d'en haut. Justement. Mais comment celle-là, je pense que c'est moi qui lui donne la vie, comment elle a pu encore avoir cette vie-là ailleurs? Cet orgueil-là. Hein, Flavien, ça pousse jamais dans ton cœur. Madame, parce que c'est le propre des hommes, hein. On ne blesse pas leur ego comme ça. Madame, je ne vous coupe pas, mais vous avez effectivement raison parce que moi qui suis son fils, comme je vous l'ai dit, nous avons eu à échanger plusieurs fois. Et dans ses dires, c'est clair, c'est tout à fait clair. Parce que il ne peut pas dire que mon sang ne doit pas être dilué. Vous voyez que votre femme s'en va. Déjà que vous n'étiez pas marié, c'était juste du concubinage. Elle s'en va. Ça encore, c'est autre chose. Elle refait sa vie avec une autre personne qui prend et votre ex et vos enfants en charge. Et vous sentez... Mais ce que je voudrais vous dire... Maintenant, il dit... Ce que je veux dire, c'est que il est convaincu que son sang risque d'être dilué, mais en tout cas, je ne sais pas comment son sang va être dilué parce que lui, il a déjà eu ses 3 enfants qui ne peuvent plus être remis dans le ventre pour ressortir, pour dire que quelqu'un d'autre est passé par là, ses enfants vont ramasser la main de quelqu'un. Parce qu'il se plaignait. Donc, il faut le rassurer. Moi, je parle ici, je m'adresse à vous, ces enfants, parce que quelque part, il est en train de se plaindre, contrairement à ce que vous pensez qu'il est en train de... Il est en train de se plaindre parce qu'il est en train de vous perdre affectivement. Parce que quand je vous entends parler, vous voulez raconter le petit résumé du dialogue que vous avez eu avec votre père sent que vous êtes catégorique, votre père sent que vous n'êtes même plus avec lui, votre père sent que vous, si on le place et on place
le nouveau mari de votre maman, vous allez partir sans regarder derrière vers le nouveau mari de votre maman. Il le dit alors, avec beaucoup de joie qu'il se sent et il ne sait pas comment faire pour corriger. Parce que pour l'instant, il ne sait même pas qu'il est dans l'erreur. Justement, bon, je ne vais pas vous couper pour cela, mais je voudrais ajouter juste un petit détail, vous voyez. Je lui avais dit ceci. Ça fait 3 ans, lui et moi, nous n'avons pas causé, nous n'avons pas parlé. Et puis, j'ai cherché son numéro, je suis allé vers ses grands frères et autres, j'ai repris son numéro. C'est moi qui repars vers lui pour lui dire, Père, me voici, je suis ton fils. Reviens du meilleur, bon, cherchons un terrain d'entente, cherchons la paix. Tout ce que je veux en venant vers toi, c'est la paix. Écoute juste la volonté des enfants. Si je reviens vers toi et que tu agis en sachant que non, je dois tout faire pour que mes enfants soient... bref, je dois les aider à s'émanciper. Crois-tu vraiment que mes petites sœurs ne vont pas te suivre? Oui, mais vous êtes plus armé que lui. Lui, il est complètement désarmé. Vous, à cause des difficultés qu'il vous a données, vous êtes armé. Lui, il est désarmé complètement. D'accord. Vous pouvez lui tenir ce langage N fois. Si on ne l'aide pas psychologiquement, il ne peut pas s'en sortir. Il est désarmé. Toutes les propositions que vous lui faites, c'est parce que vous êtes passé par un terrain dur qui vous a formé. Vous êtes devenu très vite adulte. Mais lui, il est resté bébé quelque part. Je veux mon bonbon, je veux mon bonbon. Si on ne me donne pas mon bonbon, je vais tout casser. C'est ça. Alors, M. Kolo, quand même, on retient quand même que, ou alors on sait que le mari et la femme viennent quand même de 2 familles et chacun se doit d'avoir au moins une éducation sur le plan du mariage. Mais finalement, on observe qu'il y a quand même échec quelque part parce qu'il y a toujours une sorte de violence ou alors une quelconque violence qui surgit après un temps. Mais des violences parfois qu'on ne peut pas réparer parce qu'on finit par se séparer. Et ce sont les enfants qui payent le prix. Oui, Flavien. Au-delà même de la séparation dont on a beaucoup parlé au cours de cette émission, il y a la façon même dont on vit le mariage. Parce que vous allez voir beaucoup de couples, vraiment, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Et pourtant, on se marie, n'est-ce pas, pour être heureux. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de couples qui ne se séparent pas, Dieu merci, c'est déjà bien, mais qui ne vivent pas comme on aurait souhaité, n'est-ce pas, voir des couples. C'est la maison station d'essence. Mais bien sûr. Donc, oui. Alors, la question de la violence, en réalité, n'est qu'une des, je veux dire, un des problèmes, n'est-ce pas, de la vie conjugale et familiale. Il y a des couples qui vivent en chien de faïence. Il n'y a pas de violence, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et nous savons que le mariage, n'est-ce pas, naît de l'amour. C'est l'amour qui est à la base du mariage. Je veux dire qui est l'élément sur lequel se fonde, n'est-ce pas, l'union entre un homme et une femme. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que, Maître l'a souligné, et c'est très bien, c'est que le mariage est certes une réalité humaine, mais c'est une institution divine. C'est Dieu qui est, n'est-ce pas, auteur du mariage. C'est Dieu qui est vraiment à l'origine du mariage. Et on ne peut pas vivre, vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, on ne peut pas prétendre vivre heureux dans le mariage si on écarte Dieu. C'est lui-là qui a institué le mariage. C'est comme si on utiliserait, n'est-ce pas, une machine, un appareil sans son moteur. Voilà, oui, sans même... sans énergie. Non, le mot d'emploi. Le mot d'emploi, fondamentalement. Parce que, n'oubliez pas, l'homme est fondamentalement spirituel. Hein, n'oublions pas. L'être humain a en lui, n'est-ce pas, quelque chose de transcendant. Et il est toujours en relation avec l'absolu. Donc, les questions de repère moral dont nous avons parlé tout à l'heure, en réalité, qu'on soit chrétien ou pas, fondamentalement, il faut toujours se demander quelles sont les valeurs auxquelles je crois. On a, l'homme, je veux dire l'être humain, bien entendu, on a des valeurs. C'est-à-dire, il y a des choses que je peux faire et il y a des choses que je ne peux pas faire. Non, ça, c'est fondamental. La question de la violence, bien sûr. On peut à un moment donné, connaître une faiblesse.
Ça va. Mais lorsque vous voyez un monsieur qui essaye d'abuser, n'est-ce pas, d'un enfant qu'il a dans le foyer. Et nous avons beaucoup de cas comme ça. C'est des choses dont on ne parle pas, mais qui existent dans nos familles. Et vous vous demandez quelles sont les valeurs auxquelles ce monsieur croit. Parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien au-delà. Bien sûr, lorsqu'on est chrétien, c'est encore plus fort. Mais même sans être chrétien, un homme tient, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a une limite, n'est-ce pas? Il y a une ligne qu'on ne franchit pas. C'est comme par exemple, n'est-ce pas, tromper son épouse. C'est une question éthique. C'est une question éthique. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses, il y a des choses qu'on peut faire. Chacun sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et c'est fondamental. Le mariage tient à cet ensemble de codes-là. Parce que le bonheur, en réalité, en famille, il se construit à deux. Et on a besoin que l'un et l'autre, n'est-ce pas, conjuguent, n'est-ce pas, leurs efforts pour que véritablement qu'on puisse vivre. Parce qu'au-delà même des problèmes qui pourraient venir de vous, il y a la société, il y a l'entourage, il y a le travail, il y a tellement d'éléments, n'est-ce pas, les amis, il y a toutes sortes de choses capables, n'est-ce pas, de secouer la voilà. Monsieur Kola, oui. je voudrais qu'on reste également, puisque vous généralisez un peu les cas, c'est vrai, mais de façon spécifique, le cas de Bertine, oui, qui est centrafricaine, elle est au Cameroun. Elle sait qu'ils sont venus, son mari et elle, bien entendu, sont venus au Cameroun pour se chercher, ce sont ses propres termes, mais ça ne donne pas comme elle a toujours souhaité. Mais, et son mari dit, il ne peut pas aller porter n'importe quoi dehors pour donner à sa femme, pour contaminer sa femme, donc il préfère aller avec elle uniquement. Et là, il y a un problème. Il est difficile d'élever ces enfants-là sans moyens. Et elle qui ne maîtrise pas véritablement son... Tout à fait, Flavien. Oui, le cas de Bertine, c'est un cas véritablement qui me fait mal. Parce que, vous savez, la question de la régulation, n'est-ce pas, des naissances, c'est une question préoccupante, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de la vie familiale. Son cas est encore plus, j'allais dire, plus sérieux parce qu'ils sont à l'étranger. Et vous savez, lorsqu'un couple est à l'étranger et lorsqu'il est précaire, c'est leur cas, il est plus fragile encore. Il y a... À 24 ans, il a 4 enfants déjà. Oui, 4 enfants. Il pouvait même avoir 6 enfants, 8 enfants, que le problème ne se poserait pas, le problème ne serait pas là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge une telle famille. C'est ça le problème. Alors, il y a dès le départ un problème d'ignorance aussi, d'ignorance. Parce que réguler la fertilité dans le couple, n'est-ce pas, ça s'apprend. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la formation. On se prépare, mais bien sûr, on se fait accompagner également. J'étais bien content d'entendre Mme Tansa, n'est-ce pas, parler de ce que, je veux dire, les pouvoirs publics mettent en marche pour aider les personnes, pour aider les familles, n'est-ce pas, dans certains domaines. Mais malheureusement, les personnes ne sont pas toujours prêtes à se faire aider. Et c'est dommage. Alors, je comprends l'homme, c'est-à-dire le monsieur, c'est légitime. Il ne voudrait pas aller dehors. Mais en même temps, il voudrait vivre l'intimité conjugale comme tout homme. Tout couple a besoin de cela. Il peut s'abstenir aussi? Non, alors, s'abstenir, ce n'est pas... Mais s'abstenir jusqu'à quand? Mais ils s'abstiennent aussi. Ce n'est pas qu'ils s'unissent. Ils ne s'unissent pas tout le temps. Mais vous pouvez vous abstenir pendant 1 mois et le jour où vous vous unissez, c'est le jour où l'enfant vient. Donc, ce couple, je veux dire, s'ils étaient accompagnés, n'est-ce pas, on devait leur apprendre les méthodes. Il y a comme Madame l'a dit, il y a les méthodes naturelles de régulation des naissances qui permettent au couple véritablement de savoir soit espacer, n'est-ce pas, les naissances, soit limiter le nombre d'enfants, du moins se choisir une taille, la taille de la famille, n'est-ce pas, et sans toutefois altérer l'union conjugale, parce que on ne peut pas enlever cela au couple.
Il y a d'autres méthodes, comme elle a dit, mais moi je suis chrétien, je parle beaucoup plus parce que c'est de ce... Nous, au centre d'écoute et d'accompagnement des couples, n'est-ce pas, en fait, que nous dirigeons, ça fait partie des services qu'on offre, n'est-ce pas, les méthodes naturelles de régulation des naissances. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de méthodes, mais encore une fois, les personnes sont ignorantes et ça crée beaucoup de drames dans les familles. Alors, Flavien, moi j'ai un souci et j'aimerais peut-être que le conseiller conjugal nous éclairer. Pour Bertine, là, mon souci est celui-ci. Elle part, elle trouve peut-être le moyen de rentrer dans sa famille. Rien ne nous garantit que, un, ça ne va pas briser le couple. Deux, elle va pas encore faire un enfant, mais cette fois-ci, pas avec son mari. Parce qu'on a eu des cas comme ça. Son retour ne pose pas problème puisqu'elle dit que son mari est d'accord. Oui, je ne suis pas au niveau du problème qui est posé par son retour. Je suis au niveau de une fois au retour. Est-ce que, puisqu'elle est précaire, ça va quand même prendre un peu de temps pour qu'elle se relève, qu'elle puisse se mettre et tout et tout. Et étant entendu qu'elle repart, si elle est toujours dans cette ignorance, et le mari étant au Cameroun, est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas les enfants d'un autre homme qui vont commencer à pousser dans le ventre? Parce que nous, on a eu des cas comme ça. Alors, mais permettez, avant que je ne voudrais pas retenir longtemps la parole. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faudrait qu'elle reçoive la formation d'abord, avant de quitter le Cameroun. Ce n'est pas pour dire qu'elle ne peut pas retrouver cette formation-là là-bas, mais je pense qu'il y a un problème. Ouais, vous savez, heureusement, vous êtes sur ce plateau, vous allez sans doute l'orienter peut-être. Oui, moi j'aurais souhaité, et ça c'est bien sûr, ce n'est pas toujours évident, j'aurais souhaité, moi, n'est-ce pas, si j'avais un conseil à donner, c'est que Bertine puisse retourner au pays avec son mari. Oui, c'est ça Comme l'idéal. conseiller conjugal, je peux vous dire, lorsque l'unité familiale est brisée, je vous dis, ça crée beaucoup de soucis aux familles. Lorsque le mari, c'est ce qu'on appelle le célibat géographique, si vous voulez, lorsque le mari vit là, la femme vit là, il y a toujours un problème qui se pose par la suite. D'abord, l'éducation des enfants. Il faut bien les deux parents pour éduquer les enfants. Ça veut dire qu'elle aura seule la charge, n'est-ce pas, d'éduquer ses enfants. Je sais pas, les enfants ont besoin, n'est-ce pas, des deux parents. C'est-à-dire qu'il faut la présence des deux parents. C'est peut-être difficile, mais j'imagine aussi, là-bas chez eux, il y a des jeunes qui se débrouillent. J'imagine, Bertine, la vie qu'ils ont au Cameroun, ce n'est pas celle dont ils ont rêvé. Et lorsqu'on va à l'étranger et que ça ne va pas, il faut avoir le courage de rentrer. Oui. Mais c'est une situation difficile, il faut se faire accompagner dans ce cas, parce que ce n'est pas évident. Donc, pour maintenir l'unité familiale, l'unité conjugale, c'est mieux que les deux rentrent, n'est-ce pas, et puis qu'ils soient formés, accompagnés, parce que même en rentrant chez eux, sans sortir de la précarité nécessairement, ils peuvent toujours continuer à faire des enfants. Alors, maître, on dit chez nous de façon triviale que le lit du pauvre est fécond. C'est ce qu'on observe avec Bertine. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la réaction du conseiller matrimonial et de madame l'assistante des affaires sociales qui accompagne les couples. Mais la réalité qui pour moi peut être à l'origine de ça, c'est que vous avez suivi avec beaucoup d'attention le récit de Bertine. Lorsqu'elle a même eu l'occasion de rencontrer le médecin qui a eu le temps de dispenser des cours chez elle concernant le planning familial, elle ne vous a jamais dit que son mari a été associé. Et c'est fondamental. Le mari, dans son pouvoir de chef de famille, dispose d'une autorité. Et je pense bien qu'en allant dans ces cours de manière associée, le message serait mieux passé. Tout à fait. Et si c'est le médecin qui prend le soin d'expliquer au couple, voilà les désirata de X, Y, je pense que la leçon devait être très bien reçue par le couple dans l'exercice de ses missions de chef de famille. Parce que c'est lui qui tient la direction de la famille. Et tel que je l'ai suivi, elle vous a utilisé l'expression classique et traditionnelle de certaines femmes, je suis trop féconde. Et c'est la femme dans la typologie africaine. Elle est maternaliste naturelle. Donc quand elle vous dit je suis trop féconde, c'est pour vous dire tout naturellement, je ne peux pas désobéir aux instructions de mon mari. Tout à fait. Mais si le mari avait été préparé,
Parce que j'ai souvent suivi dans les hôpitaux, lorsque les femmes enceintes arrivent lors des consultations, on les réunit dans les salles, on dispense des leçons. Mais j'ai toujours attendu, parfois dans les couloirs, dire la prochaine fois, venez avec vos maris ici pour écouter ce que nous allons vous enseigner concernant le futur bébé qui viendra après celui que vous portez dans le ventre. On n'associe pas l'homme. Et vous comprendrez que tout homme, lorsqu'il comprend ça, il dit peut-être la voisine a intoxiqué ma femme. L'affaire a dit qu'on a même mis le Norplan. Quand c'est mis le Norplan, le monsieur a dit que et regardez également un autre facteur. Elle vous dit qu'à un moment, elle ne parvenait plus à se contrôler parce qu'elle ne maîtrisait plus son cycle. Elle oubliait. Et la conséquence, l'enfant arrivait. S'ils étaient au moins deux, l'autre devait rappeler qu'on nous avait expliqué qu'on contrôle de cette manière. C'est l'éducation de la société à la base. Elle dit qu'elle a même fugué, en fait. Pour dire que non, c'est trop. Quand même ça n'a duré que l'instant d'une pluie, elle est revenue. Ça n'a duré que l'instant d'une pluie, elle est revenue. Oui. Et c'est pour ça que je dis que l'accompagnement des jeunes couples n'est pas une affaire inhérente des couples. La société, lorsque la société abandonne les citoyens à eux-mêmes, nous n'arrivons qu'à des situations pareilles. Bertine aujourd'hui est centrafricaine, mais je dis il y a beaucoup de mes sœurs camerounaises qui sont dans la situation de Bertine. Nous avons une autre aujourd'hui avec les conséquences de l'Opanga, où en moins de 3 ans, elle a eu 2 enfants avec des pères qu'elle ne maîtrise pas, qui effectivement le père de qui. Ce sont les mêmes situations. Lorsque la société elle-même ne prend pas le citoyen au sérieux et en considération, on l'abandonne. Et j'ai toujours dit, le Cameroun est un pays de droit. Et nous avons ratifié les conventions internationales sur la protection des droits de la femme, la protection des droits de l'enfant. Comment ne pouvons-nous pas implémenter ça sur le terrain de manière pratique pour que les citoyens puissent bénéficier de ces traités et de ces conventions internationales que nous avons ratifiées? Est-ce une volonté des personnes ou une volonté de l'État? Ça, c'est la grande question. On dira que tout ça, c'est théorique maintenant, sur le plan pratique. Sur le plan pratique, je voudrais dire que sur le plan pratique, c'est un problème de personnes. Parce que le démembrement de l'État dans ces différentes unités les plus rapprochées des populations, on prévoit toujours des structures ayant des missions appropriées dans le sens de la protection de la plus petite unité sociale qui est la famille. Mais on va se cacher toujours derrière « il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens ». Certes, le politique et le social, il y a toujours un ravin. Lorsque dans un pays on ne parvient pas à s'accorder sur les deux, il y a toujours des conséquences des ratas. Le politique a ses ambitions sans prendre en considération le social. Regardez l'exemple de ce que Douala est devenu aujourd'hui, un Far West. Un Far West à tout bout de chemin. Ce qu'on ne vivait pas il y a de cela 10 ans. Il faisait beau sommeil doux à Douala, belle promenade dans la ville de Douala sans aucune inquiétude. Mais aujourd'hui, c'est un Far West où chacun est devenu son propre gendarme. Si vous ne vous protégez pas personnellement, je pense que vous allez récolter les désirata de ce que nous vivons dans la ville aujourd'hui. Et c'est un problème de société. À qui la faute? Les institutions. Je ne passe pas par 2 chemins. Les institutions sont en déphasage avec l'évolution de la société. Il faudrait faire un nouveau réglage à ce niveau pour adapter les institutions à l'évolution de la société. On ne peut pas, comme la conseillère sociale disait, qu'elle est en Konsamba, elle a tout le Mungo. Je suis sûr qu'elle n'a même pas un véhicule qui va la permettre de partir de Konsamba pour Manjo ou pour Baré Bakem, que je connais bien loin là derrière, pour rencontrer les femmes villageoises qui n'ont pas d'argent de taxi, pour leur dire voilà ce qu'il faut, voilà ce que vous venez de faire. Le mari, c'est ceci dans la famille, parce que là-bas, c'est le mariage villageois. On il n'y a pas de conseiller comme ma mère pour nous venir les expliquer. Les jeunes femmes d'aujourd'hui disent que bon, ça c'est votre problème là-bas, c'est moi qui gère mon foyer de toute façon. On a souvent entendu parler de ça. Alors, Madame Tamsa, il y a un autre cas qu'on a suivi dans le reportage, le cas de Marie Enomedjo, qui vit avec cet enfant. Et elle est obligée d'aller se réfugier chez sa tante, parce que entre son mari et elle, le ciel est plein de nuages à cause d'une affaire de mœurs en même temps. Oui, vraiment, c'est une situation... En fait, pour moi, elle n'est pas une situation taboue, parce que moi, j'ai eu des personnes physiques qui venaient et certains ont même osé me dire que quand tu prépares ta sauce, tu ne goûtes pas. Bon, ça c'est... J'ouvre la parenthèse, je la ferme.
Bon, comme on parlait, monsieur le conseiller conjugal parlait de valeur, c'est un problème de valeur à ce moment. Mais je dis, le monsieur doit avoir un ego trop développé. Et je crois que ses valeurs, c'est lui seul qui sait quelles sont les valeurs auxquelles il croit, si nous parlons en termes de valeurs. Mais c'est aussi quelqu'un qui a dû être habitué à une femme qui lui disait oui à tout bout de champ. Ce n'est pas pour dire que les femmes doivent être insoumises. Mais je crois que sa réaction est à la mesure de ce qu'il n'attendait pas que sur ce cas-là précisément, qu'il rencontre une opposition aussi ferme que celle-là. Parce que je suis sûr qu'il a dû faire d'autres choses par le passé. Et madame a toujours dit, bon, ça va, je te pardonne, je t'excuse, je te pardonne, je t'excuse. Mais là, brusquement, il découvre une femme qui dit, ah non, là, quand tu commences déjà à dépasser ses limites. Et je trouve qu'elle est même courageuse, parce qu'avant que le monsieur ne la chasse, je crois qu'elle aurait dû dénoncer même. Mais elle a quand même dit qu'elle a compris, elle a laissé comme ça, elle a continué à rester à la maison. Et c'est le monsieur qui a encore dit que porte ton diable là, tu sors avec. Donc je ne sais pas si je peux appeler ça courage ou ignorance et tout, mais ma foi, elle devait d'abord non seulement mener son enquête de femme, mais dénoncer si les faits que l'enfant lui dit sont avérés. Elle devait dénoncer. Parce que j'ai comme l'impression dans le reportage qu'elle a attendu qu'on la chasse et qu'elle a préféré partir avec tout le monde. Elle a quand même dit dans le reportage qu'elle a supporté, elle a dit à son mari qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut s'entendre, mais on laisse la faire. Il est hors de question de chasser la fille. La fille en question, justement. Et elle a dit non, la fille ne peut pas partir seule, on va tous ensemble. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème face à un fauve. Parce que c'est comme si tu étais en train de prendre un lion, tu mettais dans ta bergerie. Tu vis avec quelqu'un des années et puis brusquement tu découvres qu'il est un lion. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai pas pu accepter ça. Qu'elle dise il n'y a pas de problème. Il y a un gros problème. Parce que s'il ne le fait pas, en attendant qu'elle s'en aille en voyage, comme les experts qui ont l'habitude de le faire, prennent souvent le temps de laisser leurs épouses aller en voyage, il peut le faire quand elle est au marché. Il n'y a aucune femme qui va avoir peur de laisser ses enfants avec son mari qui est le Dieu. Donc je crois qu'il faut, je saisis cette occasion pour dire aux dames, vous connaissez vos maris. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne les connaissez pas. Et vous connaissez leur capacité de nuisance et même leur, je sais pas, leur libido. Donc il faut faire très attention. C'est pas là où l'amour se trouve. Parce que quand tu caches un monsieur comme ça, je crois même que tu ne l'aimes pas. Il faut faire très attention et frapper très fort. Dès que l'intention est réelle, frapper très fort. Parce qu'ils sont devenus trop nombreux. On ne sait même pas comment faire avec eux. Il faut peut-être faire comme Bertine, qui ne refuse pas, peut-être. Ce n'est pas ça donc le problème. Est-ce qu'il avait un problème avec son épouse? Oui, si vous permettez, Flavien, c'est une histoire vraiment qui m'a choqué. Parce que ce problème est symptomatique, n'est-ce pas, d'un certain nombre de problèmes que nous avons dans la société. Le cas d'abus, n'est-ce pas, des enfants. Et vous verrez, madame, elle nous dira certainement, les enquêtes ont montré que les enfants sont abusés très très souvent par les personnes, n'est-ce pas, de l'entourage. Ça peut être un oncle, ça peut être, je ne sais pas moi, un cousin, c'est parfois les parents, comme le cas que nous voyons. Alors, j'étais un peu peiné, n'est-ce pas, en écoutant la maman, parce qu'effectivement, la maman n'a pas pris en compte ce que sa fille lui a dit. Du moins, elle n'a pas voulu attacher du crédit, accorder du crédit à cela. Et c'est justement, pour moi, là où le bas blesse. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui ont été sacrifiés, c'est-à-dire à l'autel, n'est-ce pas, d'une certaine... La réputation de la famille. Oui,
une certaine réputation, n'est-ce pas, de la famille. Et parfois, c'est juste une compromission, n'est-ce pas. On ne voudrait pas risquer de briser son ménage. Et on sacrifie des enfants qui sont des martyrs, vraiment, dans les familles. Cette situation est inacceptable. À partir du moment où une telle accusation est faite, il est important que la maman puisse faire des enquêtes et s'assurer véritablement si cela est vrai. Si c'est vrai, il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer parce qu'on ne peut pas, à partir du moment où un homme franchit cette ligne-là, il ne mérite plus, n'est-ce pas? Non. Il va le faire. Ça, vous allez le protéger. Demain, il va faire, n'est-ce pas, la même chose à d'autres et ainsi de suite. On a vu beaucoup de cas comme ça. Donc, il est important que les femmes aient le courage. Et très souvent, il y a beaucoup d'épouses, n'est-ce pas, qui étouffent un peu, qui laissent. Voilà. Okay, on va faire un dernier tour de table pour. Oui, Flavien, avant de rentrer dans ce dernier tour de table, je voudrais dire... sans doute oui, de parole. Et je le prends ipso facto. Et je voudrais dire, Flavien, que lorsque j'ai regardé ce reportage, j'ai coulé une larme et 2 portraits atypiques sont revenus très difficilement dans ma tête. Le premier portrait, c'était de... J'ai revu Germinal devant moi, la description de chez les Maheu. Si vous vous rappelez de ce quartier bizarre que Germinal décrivait, effectivement, lorsque vous regardez l'environnement dans lequel ces familles évoluent, elles sont prédisposées à ce genre de choses. Ça s'appelle la promiscuité. Et lorsqu'on regarde le cheminement criminogène, on appelle la victimologie. Vous vous mettez dans des conditions qui tendent à la commission de ce qui n'est pas permis. Parce que, admettez, vous avez vu le portrait dans lequel la dame se retrouve à même le sol avec 8 enfants, le père et le mari dans le même salon. Voilà. Alors, ici, les questions de savoir, est-ce qu'on peut réparer pour ce cas, par exemple? L'unique manière de réparer, il ne faudrait pas, comme le conseiller matrimonial disait tout à l'heure là, et madame le délégué. Je vous laisse le soin de conclure sur David. Sur David. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour lui? Pour son acte de naissance. Oui, en 30 secondes. Oui, je voudrais dire à David que la question de son acte de naissance peut se régler. S'il n'avait pas d'acte de naissance, c'était un autre problème. Mais nous avons la ferme conviction que nous connaissons qui a son acte de naissance. Au sortir de cette... Oui, qui a vos actes de naissance. Donc, à partir de ce moment, vous êtes déjà majeur. Lorsque vous êtes un homme, prenez le taureau par les mains, rapprochez-vous de nous. D'accord. Nous allons nous rapprocher de votre père pour qu'il vous restitue ces actes. Ce ne sont pas ces actes, ce sont vos actes de naissance. Très bien. Là, c'est eu l'opportunité en tant que père d'aller les faire. Ce ne sont pas ces actes, ce sont les actes des enfants. Et s'il faut regarder, aujourd'hui, votre parcours scolaire a pris beaucoup de trous d'air à cause de cette pièce fondamentale qui accompagne l'enfant dans son éducation. Merci à vous, Maître Tsegué, Louis Bernard. Nous sortons de cette première partie, de cette seconde partie, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on devrait savoir pour le cas, par exemple, de Bertie? Pour le cas de Bertie, c'est clair que en l'état actuel, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Hein. C'est une situation de précarité et il faut l'aider financièrement. Et elle nous a dit, elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Donc, c'est vraiment une aide d'urgence. C'est une aide d'urgence, n'est-ce pas, dont elle a besoin. Et la possibilité, n'est-ce pas, d'aider l'époux à l'accompagner au pays, à défaut de leur trouver du travail. S'il y avait du travail, je pense qu'ils auraient une vie familiale meilleure, mais s'il n'y en a pas, c'est mieux, n'est-ce pas, que les deux partent se débrouiller chez eux. C'est plus facile. Et Marie Bon, Marie, c'est oui, la maman, oui, elle a bien fait de protéger ses enfants. Parce que c'était trop facile de chasser celle qui dérange. En fait, elle faisait mauvaise conscience au père. Alors, elle a, n'est-ce pas, mieux par l'instinct maternel, elle a préféré, et c'est ça aussi le sens du sacrifice. Bon, vous, à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose pour que la famille se retrouve? C'est possible, bien sûr, c'est notre rôle, sinon on n'aurait pas de raison d'être, n'est-ce pas? Oui.
on peut faire quelque chose avec, bien sûr, l'aide des parents, des deux parents. C'est-à-dire, s'ils coopèrent, on peut vraiment, on peut remettre la famille. D'accord, merci. Alors, Tamsa, on se sépare. Vous avez un mot, une proposition importante? Je veux d'abord dire courage à Bertine, qui a quand même pu, parce que je connais un peu ce type de personnage, c'est beaucoup de timidité. Prendre le courage, venir à Equinox, exposer son visage, dire ses problèmes. Vraiment, Bertine, beaucoup de courage et tu as posé le bon geste. Maintenant, à Marie, la maman des 7 enfants. Vraiment, c'est un monsieur, il faut vous rapprocher du conseiller conjugal, non seulement pour qu'il essaye de voir comment il peut remettre tout en ordre, mais vous avez aussi besoin d'une aide psychologique pour qu'une fois rentré là-bas, que vous continuiez à être forte pour vos enfants comme vous l'avez toujours été. Pour le jeune homme, mais ma foi, votre père aime encore votre mère, sauf que il n'a pas eu la bonne éducation pour Elle est déjà mariée. Pour bien exprimer son amour. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'un psychologue. Et là, vous avez le droit de vous approcher du juriste pour rentrer en possession de vos actes. Merci. Ce n'est pas trahir le papa Merci que de à vous. vouloir ses actes de naissance. Merci à vous, chers messieurs, chères madames, d'être venus sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs et surtout, merci à vous également. Les téléspectateurs savent déjà de quoi il est question et comment faire pour résoudre un certain nombre de problèmes avec nos experts qui sont passés sur ce plateau. Je voudrais vous inviter à marquer une autre pause avec les différents cas déjà diffusés sur Equinox Télévision et surtout dans le regard social. Des enfants nés avec des malformations congénitales. C'est un reportage que nous faisons revivre et juste après, nous aurons la situation de ces différents cas. Le problème de l'enfant, ça m'a complètement fait que je suis venu faire une petite chambre pour l'instant pour rester dedans en attendant comment ça peut faire. Et jusqu'à nos jours, ça me fait que s'augmenter. Je n'ai plus les moyens pour continuer les travaux. Parce qu'à l'heure, si je suis bloqué de tous côtés, même pour manger, ça me dépasse. Je ne sais même plus comment commencer. Formation congénitale, et c'est dans le cadre de cette émission que beaucoup parmi vous ont pu découvrir ces différents cas et présentés dans le cadre de cette émission. Avec nous sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Alors, ce sont des enfants en état de santé fragile qui ont touché les cœurs de nos chers téléspectateurs. Tout à fait. Il faut préciser que nous avons présenté 3 cas la semaine dernière sur ce plateau. Nous allons commencer tout d'abord par le cas de la petite Pauline, c'est-à-dire l'enfant qui est avec un ventre très ballonné. Les différentes contributions sont les suivantes. Mangou Marthe Irène, 5 000 francs. Madame Veuve Hélène Boyom de Bépanda, 2 000. Diane Moukam, 5 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 500. Âme de bonne volonté, 1 000 francs. Kenti Vitali, 2 000. Julio Tekudjo, 1 000 francs. Le Cordeau de Monjo, 5 000. Elsa Ariane, 500. PCC Revival Fire Yacht, 10 000. Madame Chouambou Daniel, 5 000. Bienfaiteur de Yassa Kolombok, 8 000. Madame Brigitte, 5 000. Une chrétienne, 1 000 francs. Fonkou Solange, 5 000. JPKD, 500. Famille Teyo, 5 000. Wagoum Berlin, 5 000. Une chrétienne, 5 000. Mutuelle Balako de Bonamoussadi, 1 000 francs. Une bienfaitrice à Bafoussam, 5 000. Famille Mouné depuis Boya, 50 000. Une amie de Jésus, 5 000. Eboa Messenger, 5 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 10 000. Une maquilleuse bienfaitrice, 5 000. Amis sans frontières, 25 000. Olivier Njor, 2 500. Ange Merveille, 12 500. Le Géraud, 3 000. Madame Eno, 2 000. Biamou Jean Blaise, 3 000. Un chrétien de Saint-Barthélemy, 5 000 francs. Ima Dorian, 2 000 francs. Honoré, 1 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Odjon Oben Alice, 3 000. Sandrine Maténé, 3 000. Sali, 5 000. Rodolphe Tenka Mambo, 500. Agachou, 2 000. Edouard Young, 1 500. Solange Fonkou, 3 750. Maman Rose de la paroisse Sainte-Marthe de Biémassi, 2 500. Cyril Aimé Ekongo, 500.
Neudon Lydie, 4 900. Christelle Dormo, 7 500. Joël Mélodie Emara, 5 000. Clarence Judith Kael Duncho, 3 000. Claude Merlin Fomo, 1 500. Claude Chuemchua, 2 500. Loris Madeleine Tienche, 2 000. Carole Paul Ngani, 5 000 francs. Nous avons pour le compte de la petite Pauline un montant de 303 500 francs CFA. À la suite de la petite Pauline, nous avons également les contributions de Ange Divine. Les différentes contributions sont les suivantes. Diane Moukam, 5 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 500. Âme de bonne volonté, 1 000 francs. Kenti Vitali, 2 000. PCC Revival Fire Yacht, 10 000. Bienfaiteur de Yassa Colmbod, 8 000. Madame Brigitte, 5 000. Fonkou Solange, 5 000. Vendeuse de poissons à la base navale, 5 000. JPKD, 500. Wagoum Berlin, 5 000. Une bienfaitrice à Bafoussam, 5 000. Une amie de Jésus, 5 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 10 000. Association Chacun son truc, 25 000. Olivier Ndior, 2 500. Le Géraud, 3 000. Biamou Jean Blaise, 3 000. Un chrétien de Saint-Barthélemy, 5 000. Rodolphe Teka Mambo, 1 000 francs. Beyinda Guina, 500. Agachou, 2 000. Solange Fonko, 3 750. Bertin Teke, 1 500. Divine nous donne un montant de 115 250 francs CFA. À la suite des contributions de Divine, nous avons également le cas du petit Brian qui a une malformation cardiaque. Les contributions sont les suivantes. Mangou Marthe Irène, 5 000 francs. Diane Moukam, 5 000. Bienfaiteur de Yaoundé, 1 500. Ndobé Metugé, 3 500. Âme de bonne volonté, 1 000 francs. Quinty Vitali, 2 000. Bienfaiteur de Yassa Colmbord, 8 000. Madame Brigitte, 5 000. Fonkou Solange, 5 000. JPKD, 500. Wagou Berlin, 5 000. Association des fils Bamenka Bameso de Douala, 9 000. Une bienfaitrice à Bafoussam, 5 000. Une amie de Jésus, 5 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 10 000. Olivier Ndior, 2 500. Ange Merveille, 12 500. Téléspectatrice de Réga Social, 1 000 francs. Christian, 2 500. Le Géraud, 3 000. Biamou Jean Blaise, 2 000. Un chrétien de Saint-Barthélemy, 5 000. Rodolphe Teka Mambo, 500. Solange Fonko, 3 750. Germaine Tatsa, 2 000. Poula Clément, 1 000 francs. Association Koula, 2 000. Nous avons un montant de 108 250 francs CFA. Ce sont des contributions pour des enfants qui sont passés sur ce plateau, les enfants nés avec des malformations congénitales. Tout à fait. Voilà. Les enfants sont passés sur ce plateau la semaine dernière, il faut bien le préciser. Et nous avons la visite ce soir. Nous avons une association Élan de Cœur. Et les membres sont sur ce plateau avec nous. Ebanda Priscille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de cette association. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes avec la présidente Viviane Ndoumbe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène? Alors, nous sommes venus à Regard Social pour faire un don concernant les 3 cas des enfants malades. Donc, après que nous ayons vu les vidéos et autres, nous avons été touchés par ces enfants parce que nous sommes nous-mêmes des mamans et notre association va dans le but de pouvoir aider l'autre. Donc, c'est ce qui nous a amené particulièrement aujourd'hui pour donner notre don, notre participation par rapport pour aider ces enfants. Alors, l'association existe depuis quand? L'association existe depuis 1 an. On a commencé à réagir, ça fait déjà 1 an, mais c'est un projet pratiquement depuis 5 ans déjà. Oui. Et c'est le premier cas, votre première contribution? Non, nous avons déjà eu plusieurs contributions. Nous allons dans les orphelinats, nous aidons des enfants qui n'ont pas la possibilité d'être, dont la pension n'a pas la possibilité d'être payée par le parent. Donc nous nous rapprochons et nous gérons ce qu'il y a à gérer, inscription, livres et autres. Donc il y a eu l'orphelinat tel que Marie Magdalène de PK8. Nous avons eu à visiter. Chaque fin d'année, c'est ce que nous faisons. D'accord. Vous avez apporté une contribution de combien pour ces enfants? Nous avons apporté une contribution de 100 000 francs. 100 000 francs CFA pour les 3 enfants? Oui. Les 3 cas. Alors, je vois justement l'enveloppe non loin de moi.
Ce sont l'association Élan de Cœur. Élan de Cœur. D'accord. Vous passez l'enveloppe à Irène. Vous avez l'association Élan de Cœur qui est venue soutenir les 3 enfants nés avec des malformations congénitales qui ont été présentés ici dans le cadre de cette émission. Tout à fait. Merci à l'association Élan de Cœur qui apporte une contribution de 40 000 francs CFA pour le cas de la petite Pauline, 30 000 francs CFA pour le cas de Ange Divine et 30 000 francs CFA pour le cas de Brian. Voilà, ce sont des contributions et ces enfants ont besoin de vous, de nous tous, en tout cas pour être pris en charge par des médecins. Il y a des possibilités de pouvoir récupérer, je veux dire, ramener ces enfants à la vie. Puisque malgré ces pathologies qui les traumatisent, il y a des médecins qui se sont prononcés sur les différents cas. Oui, il y a des solutions et c'est la raison pour laquelle nous lançons la brèche à nos différents bienfaiteurs à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16 et nous prions nos chers bienfaiteurs de bien vouloir nous faire parvenir un message après le dépôt de leurs dons, afin qu'ils puissent préciser le cas pour lequel ils ont contribué, parce que nous le savons, nous avons plusieurs cas et la précision en vaut la peine. Très bien. Alors, sans oublier que ce soir, il y avait déjà quelques cas présentés, parlant notamment de ces violences au sein des familles, toutes sortes de violences, on peut mettre tout ça dans un même panier. Voyez-vous, des séparations qui sont consommées, des enfants qui subissent également, qui constituent des conséquences, qui font partie des conséquences de ces différentes séparations. Donc, il y a ces enfants qui ont besoin d'actes de naissance, par exemple, confisqués par leurs parents. Alors, on a vu, on a suivi les témoignages et cette famille aussi, cette femme qui vit avec ses 7 enfants dans une maison, dans un environnement difficile à vivre. Et il faut dire qu'il y a déjà de très bonnes nouvelles pour cette dame, parce que lors de son témoignage sur ce plateau tout à l'heure, nous avons eu des réactions venant du Nord. On a déjà eu M. Baudy qui a déjà fait un don de 50 000 francs CFA parce qu'il a été touché par le témoignage de la dame sur le plateau. Et on a également encore eu d'autres réactions et nous disons déjà merci pour ces personnes et nous savons que bientôt elle retournera dans son pays. Voilà, il s'agit là de Bertine qui veut retourner dans son pays, en République centrafricaine. Elle est quelque peu exaspérée par ce qu'elle subit au Cameroun, parce qu'elle venait se chercher, pour utiliser ses propres termes. Rien n'a marché, mais elle est rentrée avec beaucoup d'enfants quand même. C'est pas... Elle l'a dit, c'est l'une des bénédictions, enfin, la meilleure bénédiction qu'elle a pu avoir. En tout cas, on sait que les enfants, ce sont des cadeaux. Donc, ce sont des cadeaux, on dira c'est une bénédiction. D'accord. On ne vous a pas oublié, Association Élan de Cœur, merci d'être venu. Merci à vous. Il y a beaucoup de cas, vous aurez encore à contribuer ça à caution. Effectivement, nous participerons constamment et nous passons par là pour inviter d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité ou alors qui ont peur, vu les situations du pays, de toucher directement du doigt. Nous les invitons à venir vers l'association pour qu'ensemble nous puissions faire un geste pour les autres et un geste par amour. Parce que c'est par amour que nous avons pu avoir ces dons-là. Merci. Merci à vous, Ebanda Priscille. Merci également à Viviane Doumbé. Merci à vous, Irène Tembe. Merci aussi à vous, Flavien, et joyeux Noël par anticipation. Merci. Alors, je vais dire merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition. Carlos Minoué, Georges Mitterrand-Dam, Cédric Souna, Dani Warren Zedeke, le réalisateur de ce programme, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le grand public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis Flavien Dongo.